nombreuses missions, a en charge donc le développement, la conception et le développement des évaluations nationales, CP, CE1, 6e, seconde. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter plus particulièrement le test de fluence qui a été introduit cette année pour la première fois en 6e, dans le cadre des évaluations nationales de 6e. Et finalement, ma présentation va vraiment faire écho à ce que Maryse Bianco a présenté auparavant. Elle est très complémentaire, c'est-à-dire que j'irai vraiment moins loin dans les aspects théoriques et de détails de profilage, puisque les instruments ne permettent pas forcément d'aller aussi loin, mais en tout cas, sur les résultats, il y a des analyses très convergentes entre ce qu'a pu présenter Maryse Bianco et ce dont je vais vous parler tout de suite. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet sur l'affluence, je voudrais quand même faire une rapide récapitulation des principaux enseignements des évaluations nationales en cette rentrée, après une année scolaire particulière. Nous avons la chance d'avoir ce dispositif qui nous permet finalement de comparer à 2 ans d'intervalle les acquis des élèves en début d'année, donc entre début 2019 et début 2020, et ainsi d'observer quelque part, d'apprécier en tout cas quel a pu être l'impact de l'année scolaire, de la crise, de la période de confinement sur, disons, le niveau d'acquisition des élèves à différents niveaux, début de CP, début de C1, début de 6e, ici, dont je voulais vous rappeler les principaux résultats qui ont été diffusés. Donc j'espère que vous avez pu prendre connaissance de ces résultats. Je pense qu'on pourra aussi diffuser des liens Internet sur l'ensemble de ces résultats qui sont en ligne sur notre site. Alors, pour résumer vraiment une diapo, c'est en début de CP, ce qu'on a pu observer donc, par rapport à l'année dernière, donc si on compare 2019 et la rentrée 2020 à la rentrée 2019, on a pu voir une légère baisse des résultats aux différents tests qui ont été proposés, surtout dans les champs, disons, plus abordés en grande section de maternelle. Je pense notamment à la connaissance des lettres, par exemple. Bon, c'est quelque chose où on a observé un peu plus de baisse dans ces domaines-là, mais globalement, une baisse relativement limitée, j'ai envie de dire, des résultats à ce niveau-là. En revanche, en début de C1, on a pu observer une baisse nettement plus marquée des résultats à l'entrée en C1, notamment en français. Et en plus d'une baisse, disons, j'ai envie de dire, de niveau, on a surtout aussi observé un accroissement des écarts entre les secteurs, donc entre l'éducation prioritaire notamment et le hors éducation prioritaire, alors même que l'année précédente, ces écarts, quelque part, ont été un peu réduits de 2018 à 2019, et malheureusement, on est revenu à des niveaux de 2018, et même une aggravation de ces écarts, notamment je pense aux écarts entre REP+, et hors éducation prioritaire, particulièrement marqués donc en français. Alors en début de 6e, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse plus à la 6e, alors ça peut paraître contre-intuitif, mais on a observé plutôt des progrès entre la rentrée 2019 et la rentrée 2020, et qui sont assez globaux sur le français, moins marqués en mathématiques, mais surtout en mathématiques, on a un accroissement des écarts entre les différents milieux favorisés et défavorisés. Donc je vais vous présenter, là, c'est vraiment la comparaison qu'on a pu diffuser entre 2019 et 2020 en français en 6e, je vais me concentrer plutôt sur le français aujourd'hui, et on a effectivement, ici vous avez plusieurs types de résultats, donc avec les résultats d'ensemble pour le haut, la barre du bas représentant la rentrée 2019, la barre du haut la rentrée 2020, et on a le pourcentage d'élèves situés aux différents niveaux de maîtrise selon 2019 et 2020. Donc voilà, ici j'ai entouré finalement le pourcentage d'élèves qui ont un niveau fragile, insuffisant, une maîtrise insuffisante de compétences globales en français. Et on voit, vous voyez, que ce pourcentage de maîtrise insuffisante, il est en léger recul de quelques points entre 2019, la barre du bas, et 2020, la barre du haut. Ce qu'on voit, c'est que ce recul, il est global, c'est-à-dire qu'on a un recul pour les filles aussi, de part de filles en difficulté, de la part de garçons en difficulté aussi, un recul. Vous voyez bien que les filles, ça c'est un résultat assez classique,
sont moins souvent en difficulté que les garçons en français. Ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis très tôt, d'ailleurs, dans les évaluations, bien avant la 6e. Et puis, vous avez enfin, ici, donc les résultats pour le privé, sous contrat, le public hors éducation prioritaire, les REP et les REP+. Et vous voyez, évidemment, qu'un résultat c'est assez aussi commun, c'est que, bien sûr, le pourcentage d'élèves en difficulté dans les secteurs d'éducation prioritaire est plus élevé, nettement plus élevé, plus de 30%, 35% en REP+, comparé à environ 10% hors éducation prioritaire. Donc on a cette gradation qu'on observe. Alors une réduction du nombre d'élèves en difficulté partout, j'ai envie de dire, mais encore avec des écarts importants entre les différents secteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette tendance en français, en fait, elle n'est pas... Je disais, ça pouvait paraître contre-intuitif, mais en fait, il y avait déjà une tendance positive qui était là avant 2019. Et on voit les courbes de tendance ici. On a représenté les scores moyens des différents secteurs. En haut, sur le français, avec le privé sous contrat en bleu, et puis le public hors contrat en rouge, les REP en orange et le REP+ en vert. Et vous voyez évidemment des niveaux d'acquisition moyens différents, mais une tendance globale qui est identique selon les secteurs depuis 2017. Donc sur ces 4 années, une tendance à l'amélioration des résultats à l'évaluation à l'entrée en 6e en français. Mais si vous regardez les mathématiques, bien sûr, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je voulais quand même faire une mention aux mathématiques. On voit que la période 2019-2020 a effectivement conduit à une augmentation des inégalités, puisque les élèves de REP+ sont plutôt en stabilité, voire tendance baissière, on va dire, depuis quelques années, alors que les élèves du privé sous contrat et public hors éducation prioritaire, on observe une amélioration des résultats pour ces élèves donc, qui étaient en CM2 lors de la crise sanitaire du confinement dans cette année 2019-2020. Voilà, les mathématiques, je voulais faire une mention aussi aux mathématiques rapide pour vous dire que ces résultats convergent avec d'autres résultats récents que vous avez peut-être vus qui concernent l'évaluation CEDRE en mathématiques avec une comparaison sur plusieurs années et une tendance aussi alarmante des résultats, ainsi que nos résultats à l'évaluation internationale TIMSS en CM1 et en 4e qui ont montré une position de la France parmi les moins performants dans les pays européens. Donc, beaucoup de signaux d'alerte sur les mathématiques que je voulais rappeler ici dans cette petite parenthèse. Mais je vais revenir tout de suite au français pour dire aussi qu'à la rentrée 2020, il y a eu, dans l'évaluation 6e, des nouveautés qui ont été introduites. Enfin, il y avait déjà de la compréhension écrite dans le passé, mais la nouveauté, c'est qu'on a construit un test spécifique qui a été entièrement mis à disposition des enseignants, c'est-à-dire pas seulement le test, mais les résultats de chaque élève à chaque item de ce test. Donc ce test spécifique, on a appelé test spécifique de compréhension de l'écrit, il y avait 2 textes, un texte littéraire, un texte documentaire, et 19 questions. Et on a pu donc observer donc, des questions de différents ordres, de prélèvement d'informations, d'interprétation générale du texte, etc. Donc des niveaux de difficulté différents. Sur l'ensemble, on considère que 60% des élèves ont une réussite satisfaisante à ce test, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à plus de 10 questions sur 19. En revanche, vous voyez que ce taux n'est que de 36% en REP+, donc à comparer avec un taux général de 60%. On retrouve une gradation disons, dans les résultats entre les groupes favorisés et défavorisés. Vous voyez qu'ici, dans le groupe 5, ce sont les élèves qui sont dans les 20% les collèges les plus favorisés. Et vous avez 3/4 des élèves qui sont en maîtrise satisfaisante, alors qu'ils ne sont que 43% à être en maîtrise satisfaisante dans les 20% des collèges les moins favorisés. Donc vous avez quand même 30 points d'écart entre milieux sociaux favorisés et défavorisés, qui correspond à, bien sûr, un résultat général qu'on connaît tous et malheureusement qui est dans le système, mais ici on a une objectivation de ces écarts et un moyen de voir comment ils peuvent être mesurés à l'avenir, s'ils se réduisent ou s'ils augmentent. Alors j'ai parlé de la compréhension de l'écrit puisque
avant de parler de la fluence, puisqu'ensuite je rebouclerai avec le lien entre fluence et compréhension de l'écrit, comme d'ailleurs l'a fait Maryse Bianco dans sa présentation. Alors autre nouveauté, le test de fluence, qui a été introduit cette année pour la première fois. Alors l'idée, c'était donc déjà de rendre des tests spécifiques, donc en compréhension de l'écrit, en résolution de problèmes, accessibles entièrement avec toutes les réponses, et puis de pouvoir un peu préciser quelles étaient les difficultés. On savait, par d'autres études, et Maryse Bianco aussi l'a montré avec des études de recherche, que les élèves qui arrivent en 6e, qui finissent le primaire, ne sont malheureusement pas à un niveau satisfaisant de fluence, c'est-à-dire n'atteignent pas un niveau qui leur permettra de suivre confortablement les futurs apprentissages et peuvent être dans des niveaux qui, au contraire, vont freiner leurs apprentissages par la suite. Donc ce test de fluence, c'est un extrait d'ailleurs, Maryse Bianco l'a montré, on s'est appuyé sur les travaux de recherche, notamment du laboratoire de Coniscience. C'est un extrait d'un conte d'Oscar Wilde, donc j'ai envie de dire un univers relativement familier pour les élèves de cet âge. Vous voyez que c'est assez court, 206 mots, et il faut, donc l'idée c'est, comme vous l'a montré Maryse Bianco, de lire le plus vite possible, le plus rapidement possible et correctement ce texte, et la prise d'information concerne le nombre de mots lus correctement en 1 minute. Et une partie des élèves, une toute petite partie, réussit d'ailleurs à lire ce texte en moins d'1 minute, vraiment une toute petite partie, mais il est fait de telle manière que, disons que c'est très difficile, d'ailleurs même en tant qu'adulte, ça peut être parfois compliqué de le lire en 1 minute. Bon là, on a un test classique où il y a eu des étalonnages d'ailleurs qui avaient été réalisés, donc on s'est vraiment appuyé sur ces travaux. Comme vous l'a dit Maryse Bianco, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est d'un texte à l'autre, on n'a pas forcément des résultats qui peuvent être équivalents, vu que les textes ne sont pas tous de difficulté comparable, mais l'idée c'est en reproposant ce test l'année prochaine, on pourra observer aussi à texte constant si les résultats au test, comment les résultats au test évoluent. Alors, voilà les résultats. Donc on a considéré, en fait, bon, les élèves déjà en moyenne lisent correctement 124 mots en 1 minute. Donc pour vous donner une idée, dans ce texte, on arrive à peu près au milieu. Vous voyez ici, au milieu du 2e paragraphe. Voilà, en 1 minute, les élèves peuvent arriver en moyenne, avec une dispersion importante, et je vais y revenir. On a décidé de couper, disons, enfin d'établir 2 seuils. Donc un premier seuil qui est de 90 mots minute, et un deuxième seuil qui est de 120 mots minute. Alors pourquoi ? Parce qu'ils correspondent à des seuils aussi attendus dans les instructions officielles, qui sont les seuils de fin de CE2 pour le 90 mots minute, et le seuil de fin de CM2, donc qui correspond finalement à l'entrée en 6e, de 120 mots minute. Alors, on s'aperçoit que 53% des élèves finalement dépassent ce seuil de 120 mots minute. Donc la moitié des élèves sont au niveau attendu en début de 6e. Malheureusement, vous voyez qu'il y a à peu près 15% d'élèves qui n'atteignent pas, à l'inverse, le seuil de fin de CE2 de 90 mots minute. Et entre les deux, vous avez 31% ici sur le graphique qui sont dans ce qu'on appelle fragile, c'est-à-dire un groupe d'élèves qui est entre 90 mots et 120 mots minute. Alors bien sûr, quand on est à 117, 118, bon, c'est pas pareil que d'être à 92. Donc c'est un grand groupe, assez hétérogène, mais qui correspond à ces attendus, être en fin de CE2 et fin de CM2. Vous voyez, 2 ans officiellement d'écart finalement entre ces 2 seuils. Alors ce qui est intéressant, bon, au-delà d'avoir fixé ces seuils, qui peuvent toujours être discutés en fonction du texte, etc., on retrouve d'ailleurs des éléments avec Maryse Bianco pour avoir échangé, qui sont relativement cohérents avec les étalonnages qui ont pu être faits avec ses collègues. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder les écarts. Donc c'est 15% d'élèves qui n'ont pas le niveau attendu en fin de CE2. En réalité, ils sont 30% en REP+. C'est-à-dire qu'en REP+, presque un élève sur 3, à l'entrée en 6e, n'a pas le niveau de fluence, de rapidité, disons, de fluence de texte attendu en fin de CE2. Donc ça donne une idée
de potentielles grandes difficultés pour ces élèves à ensuite pouvoir suivre correctement les apprentissages. D'ailleurs, pas que en français, hein, mais finalement, on peut imaginer qu'un déficit de lecture de cet ordre-là va gêner les apprentissages aussi dans toutes les autres matières. Donc on a des écarts quand même très importants, hein, du simple au double. Hein. On a même, d'ailleurs, si vous regardez les écarts sociaux, hein, on est uniquement à 7,5% dans les 20% des collèges les plus favorisés qui sont dans le groupe qu'on a appelé à besoin, hein, c'est-à-dire en dessous des 90 mots minutes, contre 25% dans les collèges les plus favorisés. Voilà les grands résultats de ce test de fluence qu'on a publié. On donnera les liens, bien sûr, ensuite. Et maintenant, je voudrais, parce que mesurer l'affluence, je crois que Maryse Bianco l'a beaucoup dit, c'est-à-dire évaluer l'affluence pour l'affluence, quelque part, il faut aussi être prudent, à quoi on se connecte, qu'est-ce que ça veut dire sur là où en sont les élèves dans la compréhension de l'écrit, qui finalement est ce qui nous intéresse quand ils sont face à un texte, qu'ils le lisent, est-ce qu'ils le comprennent. Alors, j'ai voulu, juste en 2 diapos, vous donner quelques éléments de résultat entre la relation entre l'affluence et la compréhension de l'écrit. Donc ce fameux test de compréhension de l'écrit, ce test spécifique, hein, où on voit ici, donc en abscisse de ce graphique, vous avez le score obtenu à ce test, qui va de 0 à 19. Et puis vous avez donc la distribution des élèves en compréhension de l'écrit selon le groupe auquel ils appartiennent en fluence. C'est-à-dire que la courbe rose, c'est la distribution en compréhension de l'écrit des élèves les plus faibles en fluence, c'est-à-dire ceux qui sont fragiles en fluence. Et vous voyez que ces élèves fragiles en fluence, qui n'ont pas le niveau de fin de CE2, vous voyez qu'ici leur score moyen, il se situe autour d'environ 5 sur 19 de compréhension de l'écrit. Ils sont en difficulté sur ce test de compréhension de l'écrit, très clairement. Et à l'inverse, en miroir, vous voyez qu'ici, les élèves qui ont un niveau de fluence qui dépasse l'attendu de 120 mots, donc c'est la courbe, c'est la distribution bleue, eux ont des scores moyens sur ce test qui dépassent 15 sur 19. Et donc on voit qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, ils ont un niveau de maîtrise beaucoup plus satisfaisant en compréhension de l'écrit. Bien sûr, on va trouver des élèves, par exemple, qui vont, ici, dans le bas de la courbe bleue, qui vont être satisfaisants en fluence, mais qui vont avoir un niveau de compréhension de l'écrit faible. C'est ce que disait tout à l'heure Maryse Bianco avec les faibles compreneurs, ou les mauvais compreneurs, qu'on les appelle dans la littérature. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau de lecture relativement rapide, mais ont des problèmes de compréhension par ailleurs. Et à l'inverse, la courbe rose, mais beaucoup moins nombreux, hein, vous voyez, parmi les lecteurs qui sont, qui sont à besoin en fluence, qui maîtrisent moins de 90 mots minutes, on voit qu'ils sont très très peu nombreux à pouvoir atteindre des niveaux très satisfaisants en compréhension de l'écrit. Donc on voit une nette corrélation entre les deux, c'est ça la leçon du graphique, avec un groupe ici qu'on a appelé fragile, et vous voyez qui est beaucoup plus hétérogène, c'est la courbe verte, où on va trouver des élèves qui à la fois sont faibles, mais enfin quand même meilleurs que ceux à besoin en fluence, et on va trouver aussi des élèves qui ont des résultats tout à fait aussi corrects, potentiellement, au test de compréhension de l'écrit. Donc on a, quelque part, ces courbes montrent aussi une hétérogénéité à laquelle il faut veiller, j'y reviendrai à la fin. Alors, le graphique que je voulais vous montrer, parce qu'il y a un message, je vais y passer un petit peu de temps, parce qu'il peut être un peu compliqué à comprendre au premier abord. On s'est intéressé au-delà de la corrélation donc, entre fluence et compréhension de l'écrit, où on voit qu'il y a des liens entre les deux, on a voulu regarder quel était finalement le poids de la fluence sur le score de compréhension de l'écrit, en fonction du niveau en compréhension de l'écrit. Alors, est-ce que parmi les élèves qui ont des faibles résultats en compréhension de l'écrit, est-ce que le poids de la fluence est important? Si oui, ça me donne un levier pour agir en me disant si j'actionne, entre guillemets, ou si je manipule, si j'arrive à les faire progresser en fluence, je vais avoir un effet sur la compréhension de l'écrit. Et à quel niveau cet effet est plus ou moins fort. Donc ici, sur ce graphique, vous avez en abscisse ce qu'on appelle le décile de score compréhension de l'écrit, c'est-à-dire les élèves qui sont répartis en 10 groupes différents selon leur réussite au score de compréhension de l'écrit, au test spécifique. Donc ici, vous avez les 10%
les plus faibles, ensuite les 10% un peu meilleurs, donc 0,2 ça veut dire qu'on est au niveau des 20% les plus faibles en compréhension de l'écrit. Et quand on est à 0,8, on est à ceux qui sont dans les 20% les plus performants en compréhension de l'écrit. Donc ça, c'est une répartition des élèves en fonction de leur niveau en compréhension de l'écrit, en abscisse, et en ordonnée, vous avez un indicateur qui est la corrélation entre la fluence et la compréhension de l'écrit. C'est-à-dire, comment les deux variables sont-elles liées? Est-ce qu'elles sont liées de manière plus ou moins importante? Est-ce qu'elles vont les deux dans le même sens? Et vous voyez qu'en fait, cette corrélation, elle est maximale, la courbe grise, elle est maximale où? Elle est maximale pour les élèves, disons, fragiles, mais pas complètement en difficulté, pas à besoin, mais qui sont, on pourrait dire familièrement, moyen-moins, on pourrait dire, qui sont situés dans le groupe de compréhension de l'écrit dans les 40%, c'est-à-dire autour de presque la médiane. Ça, c'est maximal ici, c'est-à-dire que le poids de l'affluence, il va être maximal pour des élèves, ici, fragiles, et pas pour les élèves, et moins, le poids de l'affluence va être moins important pour les élèves les plus en difficulté, qui sont ici. Donc le principal message que donne ce graphique, c'est que pour les élèves les plus en difficulté, on peut bien sûr travailler l'affluence. Il faut travailler l'affluence. Mais ce n'est pas le seul levier. Et d'ailleurs, ce n'est pas le levier. Il y a beaucoup d'autres facteurs, comme l'a montré d'ailleurs Marius Bianco, qui vont jouer dans le déficit de compréhension chez ces élèves-là, et pas que les aspects de fluidité, de fluence de lecture. En revanche, ici, sur ces élèves fragiles, qui sont à la limite d'avoir un niveau satisfaisant en compréhension de l'écrit, on voit bien que chez ces élèves-là, c'est là où l'action sur l'affluence aura le plus d'impact en tant que tel, j'ai envie de dire. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler toutes les autres choses, bien sûr, mais on voit bien que l'impact de l'affluence isolément du reste, c'est là qu'il aura le plus d'impact. Donc voilà ce que renvoie ce graphique, c'est-à-dire chez les plus en difficulté en compréhension de l'écrit, des facteurs multiples qui interviennent et du coup, se concentrer uniquement sur l'affluence serait sans doute potentiellement une erreur. Il y aurait d'autres leviers à mettre en place. Et chez les élèves fragiles, qui sont à la limite de maîtrise satisfaisant, là, on est potentiellement dans un rapport, disons, fluence, un impact de l'affluence plus fort, donc à travailler, et qui pourrait permettre aux élèves d'accéder à un niveau plus satisfaisant. Et vous voyez que chez les élèves les plus performants, vous avez un impact très faible de l'affluence. Et c'est des élèves qui lisent très bien, qui comprennent très bien. Leur faire travailler la vitesse n'a plus vraiment d'intérêt en soi, ça ne va pas les faire mieux comprendre encore plus le texte qu'ils lisent. Et donc je voulais finir par un graphique qui rejoint ce que disait Marius Bianco sur un petit peu le profilage, c'est-à-dire essayer de, comme j'ai un peu dit là, le traitement par l'affluence ne va pas être le même pour tous les élèves et on a, disons, la différenciation à faire selon le profil des élèves. Donc là c'est vraiment un profil très simple, on a juste croisé le niveau en compréhension de l'écrit là, sur leurs données, entre les élèves à besoin, les élèves fragiles, les élèves dans la maîtrise satisfaisante, et le niveau de fluence, besoin, fragile, satisfaisant, de la même manière. Alors il y a 42% des élèves qui sont à la fois dans un niveau satisfaisant de compréhension de l'écrit et satisfaisant en fluence. Vous avez 6% des élèves qui sont dans un niveau en besoin dans les deux aspects. Et donc vous avez des élèves qui sont, disons, fragiles ou à besoin en fluence, ce sont ces aspects-là, les 16, plus 5, ces élèves-là, qui vont avoir un niveau en fluence faible, disons, ou à besoin ou fragile, mais un niveau de compréhension qui peut être correct, comme ces 16%. Ajouté à cela, on a à peu près 20% d'élèves qui n'ont pas un niveau satisfaisant de fluence, mais qui pourtant ont un niveau de compréhension suffisant. Et puis vous avez des élèves qui ont un niveau de compréhension insuffisant et pourtant ils lisent relativement vite. Donc vous voyez, bien différencier ce qu'a montré, c'est une autre manière finalement de présenter le graphique de corrélation de Marius Bianco que je vous ai montré tout à l'heure, en isolant les mauvais compreneurs d'un côté et puis les potentiels dyslexiques, j'ai envie de dire, de l'autre, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de problème de compréhension, mais des problèmes de lenteur sur la lecture. Voilà, j'espère vous avoir pu vous montrer vraiment les principaux résultats avec cette conclusion qui est de retenir qu'il y a de la différenciation à faire exactement dans ce qu'a rappelé avant moi Marius Bianco.
en croisant, en profilant un petit peu ces éléments, en croisant les différentes variables et pas rester sur une seule dimension isolément, mais profiter de ce qu'on ait plusieurs dimensions pour les croiser. Je vous remercie. 4 minutes. Et si jamais, dans ces 4 minutes, il y a quelques questions qui se posent, je suis prêt à y répondre. Oui, ou je peux répéter la question. Quand vous parlez de texte lu, de nombre de mots lus par minute, est-ce que c'est un nombre de mots correctement lus ou un nombre de mots lus en... Alors, voilà, une demande de précision donc, sur ce qu'on appelle le nombre de mots lus par minute. C'est bien ce qu'on mesure le nombre de mots correctement lus en 1 minute. Donc il faut, donc dans la feuille de cotation, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer, je ne l'ai pas montré, donc on demande à l'enseignant qui fait passer cette épreuve de noter le nombre de mots. Il y a quelque chose qui peut l'aider, c'est la ligne auquel est arrivé l'élève, le nombre de mots qu'il a atteint, et parmi ce nombre de mots atteints, quel est le nombre de mots lus correctement en 1 minute. Donc c'est bien le nombre de mots lus correctement en 1 minute. Il y a une question sur l'intérêt de travailler la fluence pour les élèves qui comprennent très bien. Oui. Alors, donc il y a la question sur l'intérêt de travailler la fluence pour les élèves qui comprennent très bien. Donc c'est un petit peu le graphique que j'ai montré précédemment, où on voit que pour les élèves qui comprennent très bien l'écrit, c'est-à-dire dans le sens où ils ont obtenu des performances tout à fait satisfaisantes au test de compréhension de l'écrit, pour ces élèves-là, on voit que la corrélation avec la fluence est relativement faible, c'est-à-dire que ensuite, ce qui va distinguer un élève qui a eu, mettons, qui a réussi 17 questions sur 19 d'un élève qui a réussi 18 questions sur 19, ça ne va pas être tellement lié à l'affluence. Ça va être certainement d'autres aspects, mais pas l'affluence. Est-ce que dans votre, quand on fait passer le test, est-ce que le texte était lu en amont par le professeur? Alors, donc la question. La compréhension du texte par les élèves. Donc la question posée sur est-ce que le texte était lu en amont par le professeur avant la passation? Alors non. Alors bien sûr, le professeur prend lui-même connaissance du texte, mais par contre, l'élève, il doit être confronté pour la première fois au texte. C'est important puisque on est dans une première approche de fluidité de lecture. Si l'élève connaît déjà le texte, s'il l'a déjà lu, ce qui était peut-être le cas d'ailleurs pour certains élèves sur l'ensemble, puisque c'est un conte d'Oscar Wilde, donc bon, peut-être qu'ils n'ont pas la mémoire de ce passage-là exactement, mais en tout cas, il est important de ne pas faire lire avant, c'est la première prise qui nous intéresse, c'est savoir si l'élève est capable de lire le texte correctement et le plus rapidement possible. J'en profite pour dire, puisque j'ai oublié de vous le dire, que nous n'évaluons pas la prosodie ou les différents aspects, donc les quatre échelles qu'a montré Marie Bianco avant, ici est mesuré uniquement le niveau de la rapidité de lecture, c'est le nombre de mots correctement lus en 1 minute. Ce qui est, disons, la manière la plus standardisée de mesurer l'affluence, un proxy de l'affluence en général. Bien sûr, ça n'exclut pas tous ces aspects dont Maryse Bianco a parlé, notamment autour de la prosodie, mais il nous semblait plus compliqué d'évaluer de manière, disons, vraiment standardisée, c'est-à-dire que d'un enseignant à l'autre, il y a la même perception d'une bonne prosodie. On a pensé que c'était plus compliqué encore, donc c'est des choses qu'on va expérimenter, mais qui ne sont pas captées dans ce test-là, qui rend compte d'un niveau, disons, relativement standardisé d'information d'un enseignant à l'autre, d'un élève à l'autre. Très bien. Voilà, je vous remercie. Merci à tous pour votre attention.